Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue à cette nouvelle rencontre de psychanalyse pour tous. Cette nouvelle rencontre de psychanalyse pour tous, comme tous les mardis à 21h de Marie-Laure Bonsoir. Depuis maintenant, nous sommes dans cette rencontre déjà depuis... je crois que depuis 2019, donc rendez-vous compte, Marilyn, bonsoir, depuis 2019. Donc nous tenons bien la route, Isabelle, bonsoir, Célia, bonsoir, nous tenons bien la route, Jean-Loup, bonsoir. Et donc nous nous retrouvons ici, comme tous les mardis, à 21h, dans cet espace Pascal du Liban, bonsoir. Donc dans cet espace pour tous, c'est-à-dire... pour moi, pour vous, et donc c'est un espace de rencontre, Valérie, bonsoir, c'est un espace de rencontre où je suis, on va dire, je suis une initiative de l'école de poésie psychanalyse Grupo Celo, qui est Sonia, bonsoir, Pilar, bonsoir, qui est celle de Fifi, bonsoir, Céline, bonsoir, qui est celle de diffuser la psychanalyse, Laurine, bonsoir. Diffuser la psychanalyse pour montrer que c'est quelque chose qui nous touche tous. Daniel, bonsoir. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés, Nadia, bonsoir. Nous nous sommes, bonsoir Fabienne, depuis 2019, oui, je crois bien. Bon, il faudrait peut-être vérifier, c'est peut-être fin 2019. Sandra, bonsoir. Frida, bonsoir. Donc, Nadège, bonsoir. Donc, bienvenue à tous. Et Linde, bonsoir. Ah, bah donc Claire, bonsoir. Par exemple, nous connaissons Claire, nous connaissons Camille, nous la connaissons. Donc nous connaissons. C'est un espace pour nous tous. Alexandra, bonsoir. C'est un espace pour nous tous où nous nous retrouvons tous les mardis à 21h et où nous venons donc Françoise, bonsoir tout le monde, où nous venons parler de certains points de la psychanalyse en reprenant bien évidemment Katia, bonsoir, Myriam, bonsoir, les textes de Freud. Les textes de Freud, Samy, bonsoir, Martine, bonsoir, qui sont les textes de base de la psychanalyse, Nadia, bonsoir. Et qu'en plus, qui sont ouverts à tous, faciles d'accès, assez faciles à lire, dans la mesure du possible. Laetitia, bonsoir. Donc, je vous laisse arriver. David Lègle, bonsoir. Pierre, bonsoir Pierre. Shaima, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés, n'empêche que ce rendez-vous est précieux pour beaucoup d'entre nous, exactement. Et pour moi aussi, Fabienne. Nidal, bonsoir, exactement. C'est un espace important, donc... D'ailleurs, nous pourrions, parce que j'ai l'habitude d'insister, Katia, bonsoir, Sonia, bonsoir, d'insister sur le fait que ce ne s'agit pas d'un cours, Jonathan, bonsoir, il ne s'agit pas d'un cours, un cours de formation, non, c'est dans un autre contexte, avec une inscription, avec un engagement, donc là on va voir que l'argent est important pour que, Fabienne, bonsoir, que non, dans une formation, je veux dire que donc ici il ne s'agit pas exactement d'une formation, sinon qu'il s'agit plutôt peut-être, Florence, bonsoir, Sylvie, bonsoir, d'une conversation entre nous, non, dans la mesure du possible, dans la mesure où c'est possible. Donc c'est une rencontre et c'est une rencontre où en fait on devrait considérer de la même façon que Sylvie est pratiquement là tous les mardis, Olivier aussi par exemple. Charbel, bonsoir. Grand merci, j'attends avec impatience ce sujet. Ben, ça va, c'est bien choisi. Faousia, bonsoir. Dans le sens où on devrait le prendre de la même façon que moi, j'ai l'initiative on va dire, de maintenir cet espace ouvert de tous les mardis à 21h, dans le sens où c'est moi qui organise, c'est moi qui étudie un petit peu les textes pour pouvoir venir en parler. De la même façon que vous pouvez aussi prendre comme rendez-vous, dans l'agenda, noter le mardi à 21h, j'ai un rendez-vous. Bon, donc aujourd'hui, je me suis proposé de vous parler, parce que c'est quelque chose de très important, de vous parler de l'art et de la psychanalyse. De l'art et de la psychanalyse, ou comment
la psychanalyse pense l'art. Parce qu'on va voir qu'il y a une chose qui est intéressante quand Karl Marx publie Le Capital, Antonio bonsoir, Sylvie bonsoir, quand Marx publie Le Capital, il dit que lui, il a cette capacité donc de faire une lecture, bonsoir Carlos, et une lecture de la situation économique du système capitaliste. Il dit par contre, et lui il reconnaît humblement, que pour l'amour et pour l'art, je ne sais pas. Et donc ici c'est intéressant parce que c'est principalement, Pascal bonsoir, c'est principalement ce qui va intéresser donc la psychanalyse, bonsoir Laurence, et la psychanalyse va s'occuper principalement de l'amour, évidemment, de l'amour, Sylvie bonsoir, et de l'art. Alors, nous allons voir une chose qui est importante, parce que quand on va parler de l'art, bien évidemment, on parle de l'art, ou on peut parler aussi de la création en général. Peut-être que c'est la création, le fait de la formation de la création, puisque c'est ce mécanisme, de la même façon que la psychanalyse va s'occuper de cette manière d'aimer que nous avons, elle va s'occuper aussi de cette manière de créer, ou comment la psychanalyse pense la création. Donc, Claudette, bonsoir. Donc, j'aimerais bien commencer d'abord par faire référence un petit peu à ce qu'on appelle la surdétermination dans laquelle, Isabelle, bonsoir, cette surdétermination dans laquelle nous vivons. Parce que nous arrivons dans une société qui est déjà donc organisée, et Fatima, bonsoir, qui est déjà organisée, et en fait nous allons hériter directement de toute cette culture. Et nous allons être surdéterminés par trois systèmes. Trois systèmes qui existent quand nous arrivons et qui vont surdéterminer notre manière d'organiser notre vie. Donc, premièrement, on va voir qu'il y a, comme nous l'avait dit Marx, il y a le système de classe sociale, la situation de classe sociale. Nous tombons dans un système de classe sociale, et pour la majorité d'entre nous, dans la classe, on va dire, ouvrière, des travailleurs, la classe des travailleurs. Et donc, il est très difficile de mobiliser ou de transformer cette position de classe que nous avons dans le système. Et ensuite, nous avons une position inconsciente. Notre système inconscient, donc par rapport à notre complexe d'Oedipe, qui est installé, et que si il n'y a aucun travail, de la même façon que dans la position de classe, il y a une possibilité de mobilisation, mais avec un travail, de la même façon, pour la mobilisation dans le système inconscient, il y a une mobilisation possible de cette surdétermination, mais avec un travail analytique. Bonsoir René. Et Nathalie, bonsoir. Je ne sais pas si j'avais dit. Et donc, le troisième système donc, dans lequel nous arrivons, c'est ce qu'on appelle les modèles idéologiques de l'État. Jean-Claude, bonsoir. Donc, les modèles idéologiques de l'État, c'est l'idéologie dans laquelle nous vivons. Et on ne parle pas de droite ou de gauche, sinon qu'on parle de la société dans laquelle nous vivons, qui dit que ça c'est bien et que ça c'est mal, et qui dit que quel est le sujet de ce soir. Vous allez devoir le découvrir, René, il faudra le découvrir. Donc on parle pour l'instant, Michel, bonsoir, des modèles idéologiques de l'État. Donc c'est quelque chose qui est très fort, qui a énormément de pouvoir sur nous, les modèles idéologiques de l'État, qui nous disent, les modèles idéologiques de l'État, c'est ceux qui viennent nous dire comment nous devons aimer, qui viennent nous dire comment nous devons travailler, c'est-à-dire que Menassa, le directeur de l'école, a l'habitude de dire que les modèles idéologiques de l'État sont transmis par le lait maternel, dans le sens dès la petite enfance, c'est la fonction de la mère qui va nous transmettre cette idéologie de la société dans laquelle nous vivons. Bonsoir Soanel, c'est bonsoir. Donc, et ces modèles idéologiques de l'État, c'est pareil, il va falloir donc faire un travail pour pouvoir mettre une distance où pouvoir se rendre compte que les modèles idéologiques de l'État, ils viennent nous faire croire, par exemple, c'est ceux qui nous font croire que on peut devenir psychanalyste comme ça, boum, ou ceux qui nous font croire qu'on peut devenir tic, comme ça.
non, par exemple. C'est-à-dire qu'ils nous font croire beaucoup d'illusions, et qui nous disent, bien évidemment, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de pouvoir nous rendre compte de ce qui est bien et de ce qui est mal pour nous. Parce que nous sommes un sujet particulier, singulier, et ce sujet qui est tout à fait personnel, particulier, a des désirs tout à fait particuliers, et que il convient de ne pas avoir de préjugés sur nos désirs. Pourquoi? Pour les laisser fleurir, pour les laisser s'épanouir. Et donc, on va voir que c'est là où la psychanalyse, on va dire, va rentrer en jeu, puisque c'est l'instrument qui va nous permettre d'altérer notre vie quotidienne. La psychanalyse, elle vient altérer notre vie quotidienne parce que c'est celle qui a la possibilité, c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, ce n'est pas simplement un système thérapeutique, sinon que c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre une distance ou nous libérer d'une certaine façon de ces modèles idéologiques de l'État qui sont très puissants puisque on l'a depuis, on nous en donne depuis le lait maternel, dans ce sens-là. Et que ça continue après, que ça continue après, ça continue après. Donc, par exemple, on va voir, quand on parle de l'importance de la psychanalyse, Laura, bonsoir, quand on parle de l'importance de la psychanalyse pour modifier, c'est-à-dire qu'on devrait penser, non, certains pensent qu'il serait intéressant d'installer la psychanalyse dans l'éducation ou dans les écoles de création, etc. Mais en fait, ce n'est pas à l'intérieur d'une institution qu'il faut mettre la psychanalyse, sinon que c'est préparer les professionnels, que les éducateurs, ils ne sont pas psychanalysés, que les professeurs, ils ne sont pas psychanalysés. Il faut commencer par les personnes. Donc, on va commencer, c'est pour ça que la psychanalyse, c'est un système révolutionnaire, mais qui doit se faire un par un. Un par un, c'est-à-dire que chacun, nous allons devoir passer par le divan, comme on dit, le divan pour apprendre à parler d'une manière différente et à nous surprendre que nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons, sinon que nous sommes bien plus que ce que nous pensons. Non? Par exemple, imaginez des psychiatres psychanalysés. Ce serait une autre psychiatrie, non? Dans ce sens-là. Donc, mais pour revenir donc pour le sujet d'aujourd'hui, pour essayer de présenter ce sujet d'aujourd'hui, qui est donc faire référence à la création, à l'art, Freud, il se rend compte que donc tout ce système dans lequel arrive l'être humain, ce nouveau-né, où il arrive dans ce système qui l'attend et qui va l'organiser, que si lui il fait rien, on va s'occuper de lui. Il n'y a rien à faire. L'être humain, il n'a pas grand-chose à faire. Il va devoir respecter, non, les normes, les règles, les indications qu'on va lui donner, et puis pom 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 pom. Mais le fait, c'est que ce qui est prévu pour nous tous, parce que pour nous tous c'est ce qui est prévu, ne vaut que pour très peu de gens. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui arrivent à trouver une satisfaction dans cette vie qui est prévue pour eux. Moi, je dirais, je ne sais pas si ça existe, non, dans le sens où le système qui est prévu pour nous n'est pas très humain. C'est pour ça qu'on ne va pas trouver énormément de satisfaction. Donc Freud, il se dit il se pose la question, comment on va faire pour donc essayer d'échapper à cette surdétermination brutale des modèles idéologiques de l'État. Et donc, il va arriver à la création. Il va arriver à la création. Donc, il va nous dire, par exemple, il va nous présenter, il va dire comment les poètes se chargent, c'est un langage à part. Tout le monde ne peut pas entendre et approuver la psychanalyse. Alors, on va dire, moi je ne pense pas comme ça. Vanille. Moi je pense que tout le monde s'intéresse à la psychanalyse, Vanille. Pratiquement personne n'est indifférent. Et ceux qui sont indifférents à la psychanalyse, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais entendu parler. Non, la psychanalyse, elle intéresse tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont complètement contre, mais c'est une manière d'être intéressé, non? Bon, donc, Nasser, bonsoir. Donc, je disais que les poètes, c'est ceux qu'on peut considérer comme ceux qui sont chargés de briser la distance qui existe entre les personnes normales, non, et leur singularité, leur personnalité singulière, on va dire.
C'est-à-dire que Freud dit que les poètes, les grands poètes, bonsoir Néléa, les grands poètes disent que dans chaque homme, il y a un poète. C'est-à-dire que les grands poètes se rendent compte que ce qu'ils font, ce n'est pas réservé à une élite, sinon que ce qu'ils font, c'est quelque chose qui appartient à chaque être humain. C'est-à-dire que, Simona bonsoir, Mokrand bonsoir, qu'il y a un poète dans chaque être humain et que la poésie mourra quand mourra le dernier homme. C'est-à-dire que dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque sujet, dans chaque être humain, est niché un poète. Et donc Freud, il va dire comment, et il se permet de dire ça, comment il pense ça. Et donc lui, il va aller faire son investigation, il va dire d'où ça vient, non? D'où ça vient cette possibilité qui est donc possible pour tous. Et en fait, il va donc regarder dans la constitution du sujet et veut dire qu'effectivement, les enfants, tous les enfants, ou pratiquement tous, ont joué. Non? Donc, ils ont joué. Et que les enfants jouent, quand ils jouent, donc ils ont une particularité. Non? Les jeux des enfants sont tout à fait particuliers dans le sens où, même s'ils s'inventent un autre monde, ils sont toujours dans la réalité. Ils n'échappent pas complètement, ils ne s'en vont pas complètement de la réalité. C'est-à-dire que, et en plus qu'ils se basent sur des éléments réels pour pouvoir jouer. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'oppose au jeu, ce n'est pas exactement être sérieux ou être, mais ce qui va s'opposer au jeu que va fabriquer donc cet autre monde que le sujet, que l'enfant va fabriquer, ben en fait ça va être cet autre, ce qui va s'opposer, ça va être la réalité elle-même, hein, puisque lui il s'invente un autre monde, même s'il ne décolle pas complètement de la réalité, n'empêche que la réalité que lui il va présenter n'existe pas. C'est-à-dire que l'enfant ne joue jamais sans réalité. Par contre, il a toujours besoin d'un autre pour jouer. Quand je dis d'un autre, c'est pas obligatoirement, non, il y a plein d'enfants qui jouent tout seuls, mais qui imaginent d'autres personnages, non, qui sont leurs trucs, leurs petits soldats, leurs voitures, leurs poupées, leurs éléments, leurs sacs de plastique, leurs bouteilles, enfin n'importe quoi, ils sont capables de jouer en plus avec n'importe quoi, non? Mais que l'enfant, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, il va finir, bien évidemment, dans la société dans laquelle nous vivons, et parce que c'est une chose, une étape normale, il va devoir réprimer son jeu. Et donc, il va réprimer le fait de jouer. Mais Freud dit, et attention, ça c'est quelque chose qui est très important, que l'être humain ne renonce jamais à quelque chose qui lui a donné du plaisir. Surtout quand c'était dans l'enfance. C'est-à-dire qu'il y avait une satisfaction, non, dans le jeu. Et en plus, pour les enfants, il y avait une énorme satisfaction. Rappelez-vous. Donc, il y avait une énorme satisfaction, un énorme plaisir à jouer. Et il va nous expliquer que donc l'être humain n'abandonne pas ça, sinon que ça va être remplacé par les fantasmes. Qu'à partir de maintenant, on va arrêter de jouer, sinon qu'on va commencer à fantasmer. À fantasmer, c'est-à-dire, pareil, un petit peu corriger la réalité. Parce que ce que viennent faire les fantasmes, c'est-à-dire ce que je n'arrive pas à obtenir dans la réalité, je vais le fantasmer, je vais corriger. C'est-à-dire que les fantasmes, Saïd, bonsoir, Jasmina, bonsoir. Hein. Et il va faire une sorte de parallèle entre le jeu et les fantasmes. Attention, on va arriver à la création. Mais entre le jeu et les fantasmes, pour dire que l'enfant, quand il joue, lui, il a absolument pas honte. Non, c'est pas quelque chose, il ne se cache pas pour jouer. Donc ils jouent, des fois on peut les observer, voir comment ils font pour jouer, non? Et ils ne se cachent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte, non, de ce qu'ils fabriquent, de ce nouveau monde qu'ils fabriquent avec leur personnage, etc. Et Freud, il va dire, oui, mais Racine, pardon, il y a eu un changement d'horaire. Donc, il dit que en fait, ce que font les enfants quand ils jouent, dans la majorité de leurs jeux, c'est s'imaginer qu'ils sont grands. Parce que l'objectif de tous les enfants, c'est de devenir grands, non? Merci Nina. Donc, c'est qu'ils veulent devenir grands pour être avec papa et maman, pour être grands comme papa et maman. D'accord? Ça va être l'objectif et le désir qui les pousse, donc bien évidemment, à grandir, à apprendre et à s'intéresser, à vouloir, pour pouvoir faire comme papa et maman. Et donc,
D'accord, très bien, Racine. Donc, et donc lui, il s'en cache pas. C'est-à-dire que quand il va préciser une chose qui est intéressante aussi, c'est-à-dire que quand l'enfant il joue, il est dans un autre temps. Hein. Il est grand. Il joue à être grand. Non, quand la petite fille, elle va faire avec la petite fille, elle va faire son jeu en imaginant que c'est elle la maman. Elle vit dans un autre temps. Elle fabrique un nouveau temps où elle va pouvoir enfin réaliser ce que elle désire tant, hein, prendre la place de maman. Et donc, par contre, pour l'adulte, où il va au casino, ou dans certaines salles de jeu, dans les jeux de cartes ou les jeux de société, mais sinon il est interdit de jouer de la façon dont on jouait à cette époque-là, c'est-à-dire d'imaginer une nouvelle réalité. Non. Donc, comme la femme ne renonce pas donc à ce qui leur a donné du plaisir, ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donc fabriquer une nouvelle réalité en fantasmant. Et la particularité du fantasme, en comparaison avec le jeu de l'enfant, c'est que l'adulte, comme quand il fantasme, bah, que ces fantasmes, il a honte de ces fantasmes. Et puis dans certains cas, il peut même se sentir coupable d'avoir les fantasmes qu'il a. Et là, il y a une réflexion donc qui est faite, qui est très intéressante, qui dit que et, qui dit que l'adulte ne renonce pas à jouer, sinon qu'il remplace le jeu par les fantasmes, et qu'il a peur d'avouer donc ses fantasmes, parce que dans ces fantasmes il y a des désirs, dans ces fantasmes bien évidemment, lui aussi il a des désirs qui lui font honte, d'accord? Et c'est donc la première différence avec le jeu. Et donc, il y a cette réflexion donc, que fait Freud, il dit, si, comme adulte, je n'ose pas révéler mes fantasmes, c'est parce que je pense que je suis le seul à avoir ces fantasmes-là. Hein. Si je pense que mes fantasmes ressemblent aux fantasmes des autres, ben, je n'ai pas besoin d'autant les cacher. Hein. Parce que l'histoire, c'est ça, je n'ai pas besoin d'autant les cacher. Donc, parce que face aux fantasmes, avec les fantasmes, le névrosé, ce qu'il fait, c'est qu'il va cacher ses fantasmes, non, aux autres hommes. C'est-à-dire que c'est une façon de nier l'existence des autres. Parce que si je ne reconnais pas les autres comme des personnes comme moi, ben, ça veut dire que c'est d'une certaine manière, je nie leur existence. Non. Et puisque je dis, non, eux, ils vont pas fantasmer. Non, très souvent, les névrosés, en plus, ils pensent ça, que les autres, ils n'ont pas besoin de fantasmer, alors que lui, il a besoin de fantasmer. Non. Et que la fonction du fantasme, bien évidemment, c'est de rectifier cette réalité. Cette réalité qui fait souffrir le névrosé, ben, en fantasmant, il rectifie la réalité. D'ailleurs, on dit qu'une personne heureuse n'a pas besoin de fantasmer. Donc, la culpabiliser de ses désirs, des désirs qu'il réalise dans sa tête, non? Parce qu'en fait, ce sont des désirs qui sont réalisés, c'est un petit peu comme une masturbation, dans le sens où, on appelle ça d'ailleurs une masturbation mentale, dans le sens où ça ne produit strictement rien. Non, ça ne produit rien, il n'y a pas de rencontre avec l'autre, il n'y a pas de contact avec l'autre. Non, c'est une sorte de masturbation mentale où on imagine une autre situation qui soit un peu plus conforme à nos désirs. Et comme nos désirs, nous avons honte de nos désirs parce que nous pensons, ah ben Céline, ça, on pourrait poser la question à chacun d'entre vous, quel fantasme? Justement, pour voir que ben, ces fantasmes de chacun d'entre nous ne sont pas tout à fait différents les uns des autres. Hein. Après, il y a ce que va faire Freud. Attention, Freud, il va faire la différence entre ce qu'on appelle les fantasmes qui sont conscients, dont on se rend compte que régulièrement on se refait ce petit film, et les fantasmes qui sont inconscients. Et les fantasmes qui sont inconscients, c'est-à-dire les fantasmes où sans psychanalyste, on ne connaît pas l'existence. D'accord? Quand on dit inconscient, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir, tant qu'il n'y a pas de psychanalyse, on ne les connaît pas. Donc, et on ne peut pas les connaître, donc ils n'existaient pas. Ça nous permet de nous évader de la réalité, exactement, de rectifier la réalité.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire un travail dans la réalité pour modifier la réalité, pour obtenir dans la réalité la réalisation de ses désirs, je dis non, non, moi je ne fais rien. J'imagine. D'accord? Donc, alors que, justement, c'est pour ça que quand cette énergie elle est un petit peu libérée et que le névrosé peut commencer à passer à l'action, donc ça, il y a une certaine modification. Donc, et ensuite il va nous parler, il va nous dire qu'il y a 3 types de fantasmes. Après, on va voir que les fantasmes vont être en relation, bien évidemment, avec la création. Et donc, il va nous dire qu'il y a 3 types de fantasmes. Il y a les fantasmes érotiques, les fantasmes égoïstes et les fantasmes ambitieux. Il y a uniquement ces 3 types de fantasmes, de catégories de fantasmes. Et il va donc nous dire que il y a des fantasmes, les fantasmes érotiques par exemple, cela nous empêche d'agir. Exactement, Daniel. Ça nous empêche de passer à l'action, puisqu'en fait, pour l'appareil psychique, l'action a été réalisée. L'énergie est là. T'as la bonsoir. Donc, il va nous expliquer que les fantasmes érotiques, la femme, elle y va directement. C'est-à-dire que ces fantasmes érotiques, directement, elle va fantasmer, non, sur des relations amoureuses, on va dire. Non, satisfaction érotique sur des relations amoureuses. Le monde de la virtuelle partout, oui, effectivement. Et d'un autre côté, donc, il va nous dire que pour les hommes, par contre, le fantasme va faire un petit détour. C'est-à-dire que à la fin, il est aussi érotique, c'est-à-dire amoureux. C'est pour séduire sa belle qu'il va, Séverine, bonsoir, pour séduire sa belle, que ce qu'il va faire, c'est de réussir à faire des choses dans la réalité. Pourquoi? Pour pouvoir l'offrir, non, à sa princesse, non, à son amoureuse, à son, non, c'est-à-dire qu'il a, il a besoin, on va dire, de faire un détour pour satisfaire. C'est pour ça qu'on parle de fantasmes ambitieux, mais qui, au fond, sont pour satisfaire, non, une situation amoureuse. Darine, bonsoir. Et donc, et on va préciser aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que la femme, donc qui n'a pas besoin de contourner, elle n'a pas besoin de faire de détour, elle y va directement, mais elle a des difficultés pour exprimer. Alors que l'homme, non, il a besoin d'un détour. Non, petite caractéristique. Alors attention, quand on parle d'hommes et de femmes, rappelons-le, ici en psychanalyse, quand on parle d'hommes et de femmes, on ne fait pas simplement référence à l'anatomie. L'homme et la femme, en psychanalyse, c'est quelque chose de bien plus complexe. Mais quand on va parler de l'art et de la création, il n'y a plus de différence. De la même façon que quand on parle d'un travailleur. Non, un travailleur quel qu'il soit, c'est on occupe une fonction. Non, notre situation sexuelle, on va dire, que nous soyons, ou notre situation anatomique plutôt disparaît. Non, peu importe, pour quand on réalise quelque chose, un travail, notre position, on occupe la fonction qui correspond. Donc peu importe si c'est un homme, si c'est une femme, c'est une fonction. Et pour la création, la même chose. Donc pour l'art, pour la création, pour la production créative, on va dire, en fait, la production créative, elle a la possibilité de concilier les deux mondes. Le monde de la réalité et le monde du désir. Un petit peu comme le jeu, d'ailleurs, comme le jeu. Non, c'est quelque chose qui ressemble plus au jeu. C'est-à-dire que l'artiste ne disparaît pas non plus de la réalité, comme le névrosé. Le névrosé, lui, il se fait son film et il disparaît de la réalité. On lui dit eh oh, ah pardon, excuse-moi. Non, il était en train de faire son film. Donc, par contre, l'artiste, non. Après, il peut être concentré, c'est une autre chose. Non, mais, donc, il y a la réalité et le monde du désir, donc le monde de ces fantasmes, d'une certaine manière, qui vont être mis en jeu dans la création, dans le système de la création. Donc, après, on va voir que
pour faire référence un petit peu à ces modèles idéologiques de l'État, que le créateur, alors on parle du créateur, on ne parle pas de l'enfant qui joue ou de celui qui fait des peintures, on va parler du créateur et on va dire que en fait l'artiste, la position de l'artiste, et que très souvent de nombreux jeunes commencent une vie artistique pour justement s'éloigner d'une certaine façon de cette réalité qui est cruelle et qui est difficile, et en plus parce qu'ils ne se résignent pas à accepter justement ce renoncement aux satisfactions, parce que dans la réalité, il y a très peu de portes qui s'ouvrent pour la satisfaction, sinon c'est toutes des obligations, hein, on va dire. Et, et donc en fait, l'artiste, ce qu'il va faire avec la production de cette nouveauté qu'il va présenter, non, il va donc pouvoir échapper d'une certaine façon, sans complètement y échapper de la réalité, de produire quelque chose de nouveau. Hein? Et donc on va voir qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que quand on disait que l'être humain ne peut pas abandonner un plaisir qu'il a connu une fois, qu'il ne peut pas l'abandonner, ce qu'il peut faire c'est le substituer, le remplacer. Donc par exemple la création, l'activité créative, c'est une activité, parce qu'il y a création, après il y a le véritable artiste qui va produire quelque chose de nouveau dans le monde de la culture, et après il y a l'activité, hein, on va dire, créative, qui est une activité un petit peu comme les enfants jouer, et qu'il va y avoir une satisfaction, un certain plaisir, parce que de pouvoir, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, c'était Marx qui disait, donc au début du Capital, il dit qu'il est aussi important pour un sujet, la sublimation, Karim, oui. Donc il est aussi important pour le sujet de satisfaire des besoins donc obligatoires de l'humain que de satisfaire ce genre de satisfaction, c'est-à-dire de satisfaire des fantasmes, des désirs qui, a priori, on pourrait penser que ça ne sert à rien. Si, c'est très important. C'était très important, la sublimation. Mais la sublimation, elle existe dans le travail. Hein, c'est-à-dire que la sublimation, à chaque fois que j'occupe une fonction, je sublime. C'est-à-dire que j'arrête, j'abandonne mes liens amoureux pour m'occuper de mon travail. C'est une sublimation. Par contre, la création, c'est un autre type de sublimation. Hein, c'est-à-dire que c'est un autre type de travail. Il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Donc, et il va faire la différence. Il dit, par exemple, quand un névrosé nous raconte ses fantasmes, par exemple dans une séance de psychanalyse, c'est pas quelque chose qui va nous procurer spécialement du plaisir, ni qui va nous donner de satisfaction. Donc c'est quelque chose qui peut provoquer plutôt une certaine indifférence, une froideur et même parfois du dégoût. Il dit par contre, les poètes, quand ils vont partager avec nous la production de leur rêve diurne, c'est-à-dire qu'ils ont transformé leur rêve diurne en quelque chose de matériel. Et quand ils les partagent donc avec nous, il y a un véritable plaisir qui va venir de différentes personnel. Cette sublimation est un vécu, Rita dit. Mais donc, vous pensez que l'expérience est importante? Non. L'expérience ne rentre pas en jeu ici. Hein, l'expérience ne rentre pas en jeu, sinon que, premièrement, parce que si je parlais de mon expérience, ce serait quelque chose de plus singulier, personnel. Chacun va parler de ce système d'une façon différente. Hein, la sublimation, donc on va dire, ou la création, la possibilité de créer, c'est quelque chose de particulier, mais théoriquement, je parle de théoriquement ce que ça produit dans chacun de nous. Hein. Donc, parce qu'en fait, on va voir que dans la création, dans le système de création, il y a une sorte de technique, on va dire de la technique du dépassement. Et quand on parle de technique du dépassement, en fait, on va parler d'une technique, écoutez bien, du dépassement de la répugnance.
C'est-à-dire de pouvoir dépasser la répugnance, passer cette barrière qui se hausse, qui se présente entre moi et les autres. C'est-à-dire que, rappelons-le, les autres, pour moi, c'est ceux qui viennent me montrer qu'ils sont différents, et ça veut dire quoi? Que je suis mortel. D'où la difficulté de mes relations sociales. Hein? Les relations sociales sont toujours complexes. Pourquoi? Parce que cet autre, il me montre qu'il est différent. Qu'on est différent. Et que face à l'indifférence, bon, il y a une certaine difficulté. Donc, et en plus, il y a Freud directement, il parle de dégoût, que nous pouvons avoir un dégoût. Attention, il parle de l'inconscient. Il n'y a pas question de sentir dans la conscience, sinon il va parler, il va nous interpréter, il va dire que il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui ont des livres préparés à la publication, mais qui restent dans les tiroirs, qui ne se publient pas avec de multiples excuses, mais qui ne se publient pas parce qu'il y a une sorte de dégoût pour l'autre, qu'ils ne veulent pas partager ce qui leur appartient, cette création, leur truc à eux, non? Donc, par exemple, là, non? Et donc, il va dire, quand j'arrive à dépasser cette barrière qui me sépare, en fait, qui sépare mon moi des autres, bah, il y a la possibilité poétique. Là, on va parler de possibilité poétique dans le sens de possibilité de création. Et donc, et il va dire, et pourquoi ça provoque en nous des émotions aussi importantes? Non, Sylvain a dit, y a-t-il un lien avec le détournement de la censure? Non, là on ne parle pas de censure. Non, on parle de dépasser. Donc peut-être que après, avec un travail analytique, effectivement, il y a une répression à lever. Et donc il va s'occuper, il va dire, mais pourquoi l'œuvre, ou certaines œuvres, chacun, non, chacun ses goûts, chacun, l'œuvre nous parle, non, le poète nous parle, on reçoit un message, il dit pourquoi, en fait, ça réveille en nous des émotions comme ça que particulières. Et il dit en fait parce que ce sont des émotions inconscientes, des émotions qu'on ne savait pas qu'on était capable de sentir, qu'on ne savait pas que nous aussi comme êtres humains on était capable de. Non, il nous parle parce que un véritable créateur, on va dire, mais ce n'est pas du dégoût, c'est pas plutôt du narcissisme. Non, Freud parle du dégoût, non, comme sensation, pas comme sensation, comme expression inconsciente. D'accord? Narcissisme, il existe partout le narcissisme. Non, il n'y a personne que le narcissisme c'est quelque chose de nécessaire et qui existe et qui va participer, qui va nous accompagner toute notre vie. Donc quand il est exagéré, mais c'est une autre chose le narcissisme. Non, rappelez-vous, le narcissisme c'est l'énergie, toute ma libido elle est dans le moi. Ici il ne s'agit pas de ça, il s'agit de perdre le dégoût pour les autres. Apparemment, c'est quelque chose qui existe pour l'être humain et qui n'est pas facile de renoncer. Saïd, bonsoir. Donc il dit que, en fait, ce qui va nous mettre en communication avec eux, c'est pour ça que quand on parle des grands auteurs, quand on parle des grands artistes, qui touchent pratiquement tout le monde, parce qu'ils sont quelque chose d'humain et qui nous touchent dans notre humanité. Hein, c'est pour ça que il y a après des gens qui font, on va dire, la peinture du dimanche, non? Pour à quel article de Freud faites-vous référence ce soir, s'il vous plaît? J'allais poser la question. Fabienne à la fin, pour savoir si quelqu'un pouvait répondre. Donc, mais je continue, Fabienne, je vous le dirai par la suite. Donc, il va dire que, ça c'est très intéressant, donc il va dire que le véritable artiste, en fait, Véro, bonsoir, le véritable artiste, ce qu'il fait, c'est qu'il va réveiller en nous, ou il va produire, parce que c'est pas des sentiments qui existaient, sinon qu'on a eu besoin de lui pour nous rendre compte qu'il y a des sentiments qui existent en moi, ou des sentiments que je peux ressentir, que je suis capable de certains sentiments que je pensais que j'étais incapable. Voilà, c'est ça. Je pensais pas que moi j'allais sentir un truc comme ça, et tout d'un coup, bah si. Donc on voit comment l'art, et ça c'est très important, et la poésie surtout, elle va nous humaniser. Parce qu'elle va nous parler de ces sentiments qui sont humains, de sentiments qui sont particuliers pour nous. Donc, qui étaient inconscients jusqu'à la rencontre avec ce créateur. Donc, donc rappelons-le, si vous fantasmez, vous pouvez être poète. Freud dit ça. Si vous fantasmez, vous pouvez être poète. Ça veut dire que pour l'instant, si vous n'écrivez pas,
ça veut dire que vous préférez les fantasmes. Alors que vous pouvez, non, commencer à écrire des poésies. En tout cas, commencer par en lire. Et donc, Freud, il va dire donc, que tout le monde pourrait poétiser, parce que poétiser, c'est comme jouer, dit Freud. C'est la même chose que jouer pour l'adulte. Jouer avec les mots. Non, c'est un jeu. Donc, et qu'il y a une différence, il dit, parce que d'un côté, il y a Gabriel Avançoir, celui qui joue, bah, c'est un joueur, celui qui, donc, c'est quelqu'un qui s'amuse, on va dire, par contre, celui qui fantasme, c'est quelqu'un qui souffre. D'accord, le névrosé qui a besoin de fantasmer, c'est parce que c'est quelqu'un qui souffre. Donc, c'est-à-dire que ce que Freud vient dire ici, c'est que la création, alors le névrosé qui fantasme est un poète qui s'ignore. C'est un poète qui n'est pas passé à l'action, Isabelle. C'est un poète qui n'est pas passé à l'action, qui préfère continuer à ne rien faire, parce que fantasmer, c'est... Alors que se retrouver face à la page blanche, et les jeux de mots. Par exemple, oui, mais la poésie, non, la particularité, on va dire, de la poésie, c'est qu'il y a un reste, non, il y a un papier qui a été, ou un écran qui a été taché par des lettres, par des mots, il y a quelque chose qui est raconté. Non, donc, c'est-à-dire que Freud vient nous dire que la création est une fonction du sujet, que la création est une fonction de chacun d'entre nous. Hein, et que la personne qui aujourd'hui, l'individu, la personne dans notre société qui est incapable de création, donc quand on fantasme, c'est parce qu'on souffre. C'est parce qu'on souffre. Exactement, Céline. C'est ce que je viens de dire. Donc, et qui dit que les personnes qui, dans la société actuelle, sont incapables de création, c'est considéré comme une maladie. Dans le sens où c'est une fonction de l'humain qui n'est pas utilisée. C'est une fonction de l'humain qui n'est pas utilisée. D'accord ? Donc, on va parler de maladie psychosociale. C'est-à-dire qu'il y a des inhibitions qui l'empêchent, de la même façon qu'il peut avoir Freud, rappelons-le, disait qu'une personne saine, c'est une personne qui sait parler, travailler et aimer. Et on va voir que la création est en relation directe avec l'amour, puisqu'on doit perdre le dégoût pour les autres. Donc, Jennifer, bonsoir. Et ensuite, il va nous parler des théories qui parlent de la création. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire de l'art, il y a eu des théories qui parlent de la création. Et l'une d'elles, c'est l'idée de la muse. Non ? Bonsoir. Souvent, l'artiste souffre, non ? Nathalie, bon, ça, c'est, je pense, une idée des modèles idéologiques de l'État. Parce que ce qu'on va voir, c'est que la société n'est absolument pas cette notion de dégoût de l'autre à dépasser pour créer m'interpelle. Je ne saisis pas trop. C'est inconscient, Fabienne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas saisir. C'est inconscient. C'est comme une interprétation. Quand on dit j'ai pas compris ce que vous m'avez dit, ben c'est ça. Rester dans son fantasme est une sorte de jouissance, de masturbation mentale, Louisa. Donc, créer, c'est être libre. C'est trouver effectivement une certaine liberté. Être libre, peut-on dire que la verbalisation d'une création artistique personnelle aide la personne à devenir plus... Non, Charbel, je suis désolée. La psychanalyse, non, c'est simplement en psychanalyse. La création, c'est autre chose. Alors que la psychanalyse est un instrument qui va nous permettre de lever des inhibitions et de mieux créer, ça c'est vrai. Hitler, qui joue avec le ballon dans le film d'Hitchcock, Fantasme, où il joue. Et c'est à vous, alors vous pouvez faire un essai pour essayer de démontrer les deux positions, Laurence, non ? Vaut mieux réaliser ses fantasmes. Donc c'est pas réalisé parce que les fantasmes, l'artiste crée pour se libérer, s'exprimer. Alors, c'est pas réalisé psychopathologie du quotidien. Non, c'est raté, Nathalie. Non, c'est le texte qui s'appelle Le fantasme et le rêve diurne, je crois que c'est en français, non ? En français, c'est le poète... Je me rappelle plus. Et le rêve diurne, c'est le poète. Ça s'appelle le poète. Ah, peut-être que en français, on parle pas de poète, on parle de l'écrivain ou de l'homme de lettres ou je sais plus bien. Mais bon, après je regarde. Mais ou justement, donc il va parler de tout ça. Donc ici, on va parler. Donc là, moi, je continue un petit peu sur un texte de Menassa qui va parler donc de ces théories de la création qui parlent de muse.
Et donc, il y a une chose qui est très importante et très intéressante qui va nous dire, par exemple, on pourrait suivre déjà l'idée de Picasso, non? Picasso, quand on lui posait la question de savoir qui est sa muse, lui, il ne savait pas quoi répondre et il dit, en tout cas, ah non, il parlait de l'inspiration, pardon, et il disait, l'inspiration, il faut que je sois en train de travailler pour que quand elle arrive, je sois déjà en action. Je ne vais pas attendre qu'elle arrive pour passer à l'action. Donc, et que, en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'inspiration, comme Picasso, qui est un bon exemple pour l'ampleur de sa production, c'est un producteur, tout comme Dali, par exemple, qui sont des peintres qui ont produit une quantité d'œuvres impressionnantes, et ce sont donc avant tout des travailleurs, non? Parce que le fait qu'on parle d'inspiration ou qu'on parle de muse fait référence à qu'il y a un autre avec A majuscule. C'est-à-dire qu'il y a un autre, qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais qu'il y a comme, donc quand on va parler de muse ou qu'on va parler d'inspiration, c'est comme s'il y avait un intermédiaire, non? Comme un intermédiaire entre cet autre et celui qui va réaliser le travail. Non? De la même façon que, rappelez-vous, Rimbaud, non, qui a été donc un des premiers, et pas le premier, parce qu'apparemment c'est Pétrarque qui l'a présenté, Je est un autre, exactement Stéphanie. Donc Rimbaud qui a présenté ce Je est un autre, qui montre bien que il y a un travail qui est fait, à la rigueur, sans que le je, non, ou sans que le moi, plutôt, ait à intervenir, que le moi n'a pas à intervenir dans ce genre de travail. Et donc on va parler, quand on parle du travail, et qu'on va parler d'un travail créatif qui est particulier, qui n'a rien à voir avec le reste des autres types de travail. Donc au-delà du fantasme, pour abandonner le fantasme, il y a la porte, effectivement Nathalie, il y a la porte de la création. D'accord? Donc pour substituer le fantasme, passer, non, de la même façon que, en fait, ce que vient nous dire Freud, c'est qu'on va abandonner, l'enfant abandonne le jeu pour le remplacer par la création. D'accord? Et c'est ce que devrait, c'est la porte ouverte, non? Le poète et l'activité de fantaisie, par exemple, disait. Merci Sylvie, toujours là en bon moment, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire qu'on va parler de la création comme d'un travail, mais d'un travail créatif, donc qui n'a plus rien à voir avec l'autre type de travail. Mais qui est un travail dans le sens où il y a matière première, il y a instrument, et il y a produit et fait du travail réalisé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un résultat. Dans le fantasme, il n'y a rien. Non, il y a peut-être de la matière première et des instruments, mais il n'y a pas de produit. Non? Donc il n'y a que des produits. On va dire que le produit, c'est quelque chose qui est dans cette réalité virtuelle, un petit peu comme quand je rêve, non? Puisque on parle des fantasmes comme des rêves diurnes. Non? Donc, et Ménassa ici, il va nous parler des matières premières de la création. Donc il va dire que les matières premières de la création, donc les prototypes de création qui est donc dans les différentes modalités qui existent, on va prendre par exemple la peinture, la musique, la poésie, où la matière première en fait sont des systèmes de signifiants. Par exemple pour la peinture, il y a les couleurs, ou les matières, non, l'acrylique, l'huile ou chacun, ou le piment, enfin comme chacun veut. Ibrahim, bonsoir, non? Pour la musique, il y a les notes, avec tout le langage, musical. Et pour la poésie, bien évidemment, il y a les mots. Il y a les mots et ce système, non? Et c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui ont une loi et qui ont la même loi, en fait. Ce sont des systèmes signifiants qui ont les mêmes lois, pas les mêmes mois, les mêmes lois. Et c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, les métaphores, effectivement, Sylvie. Et en fait, le signe pour tous ces systèmes-là, c'est que, autant pour la peinture, la musique, la poésie ou n'importe quel autre type d'art, on va dire, la particularité, c'est que n'importe quel élément peut être combiné avec n'importe quel élément du système. D'accord ?
Et donc c'est ça qu'il va faire, hein, c'est-à-dire que la personne, le créateur ou le poète, on va l'appeler par exemple, c'est celui qui va se rentrer dans cette chaîne de signifiants et avec liberté, parce que quand on parle de liberté, il faut la gagner. Parce qu'au début, je vais mettre le bleu à côté du rouge et du blanc, parce que je les connais bien, le bleu, blanc, rouge, par exemple. D'accord? Mais qu'après, je vais devoir apprendre à justement penser, non, regardez la peinture derrière, où justement il n'y a pas de, dans la peinture là derrière, il n'y a pas de, oh, il faut mettre plutôt de cette couleur-là, c'est plus joli que sur cette autre. Non. Déjà penser qu'il y a quelque chose qui est plus joli que quelque chose d'autre, non, c'est-à-dire que là j'interviens, et là ma conscience elle intervient, mes préjugés interviennent, les modèles idéologiques de l'État interviennent, et l'art a disparu. Il n'y a plus de production, il n'y a plus de création. Donc c'est pour ça qu'on doit je est un autre. Non, je dois éteindre mon moi et me laisser travailler. Éteindre mon moi n'a plus à être là, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Non, on n'a pas besoin de lui. Donc c'est-à-dire éteindre mon moi un petit peu, comme ce système, non, quand on propose aux patients de dire vous allez parler en liberté, sans vous juger, en disant la première chose, c'est la même chose, mais dans une autre chaîne de signifiants. Non. Et donc, Menassa, il dit que le créateur, et ça c'est intéressant aussi, que le créateur, il a besoin d'une naïveté pour se laisser tomber dans ce système, non, dans ce système de signifiants. Non, une certaine naïveté. Parce qu'en fait, il va travailler avec cette matière première, non, qui sont les couleurs, par exemple, la peinture. Et en plus, non seulement une naïveté, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va arriver, puisque n'importe quoi peut se mélanger avec n'importe quoi. Non, de toute façon, les grands auteurs, les grands, en général, ils se sont permis de mélanger des choses que personne ne s'était permis, peigner, laisser chez chaussures devant la porte. Bon, donc ça, c'est les petites choses maniaques, non, on va dire du peintre, ce dont il ne faut pas s'occuper, non. Nous, on doit s'occuper de sa capacité de travail et de ne pas juger, non. On va dire qu'on fait, bon, il y en a certains qui étaient des artistes et qui étaient névrosés. Donc, obligatoirement, ça a limité la production. Donc, et donc, on va voir. Donc, on parlait d'une naïveté nécessaire pour le créateur et en plus du courage et être capable de faire face au risque que la création implique. Et il y a un risque dans le sens où, tout d'un coup, on va se retrouver avec quelque chose, on va dire, ça, c'est pas moi. Ah mais non, moi j'ai pas pu écrire ça, j'ai pas pu faire ça. Non, tout d'un coup c'est quelque chose parce que c'est je est un autre. Donc il y a cet autre qui se présente devant moi comme quoi c'est mes mains qui l'ont fait ou c'est ma bouche ou qui l'ont fait, mais en fait je m'y retrouve pas. Non, ce ne sont pas mes peintures, Daniel. Ce ne sont pas mes peintures, ce sont les peintures de Miguel Oscar Menassa, le peintre de l'école, j'allais dire, oui, le directeur de l'école. Donc le directeur de l'école, quand vous parlez de la création, on a l'impression que vous parlez de la psychanalyse. Exactement, Fabienne. Exactement, d'une certaine façon, dans le sens où c'est un mécanisme, apprendre à associer librement, et en fait, après, c'est la même chose, c'est se laisser écrire, se laisser écrire. Donc, mais là où je voulais arriver, donc, puisqu'il nous reste encore 4 minutes, Daniel, donc, et on disait, donc on parlait du risque, non? Du risque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où le sujet est impliqué, est engagé, le sujet est engagé, parce qu'après c'est lui qui doit mettre sa signature, non? Donc, les preuves d'académisme, donc de la cure, on sent votre passion à la psychanalyse. Alors, on va voir. Et bien évidemment, mais si vous commencez à mettre votre nez là-dedans, vous aussi, vous allez vous retrouver passionné, Mounia, passionné. Et donc, quand on parle de risque, et ça c'est très important, que quand on parle de risque dans nos sociétés, donc il y a vraiment un risque que le créateur court dans nos sociétés, c'est-à-dire que, en fait, la culture, elle ne s'intéresse pas beaucoup aux créateurs. Alors la culture dans nos sociétés, bon, en France, il y a un statut un petit peu différent peut-être que dans d'autres pays d'Europe, en tout cas qu'en Espagne, c'est certain, mais je ne sais pas s'il est mieux, dans le sens où je ne sais pas s'il y a plus d'artistes en France que en Espagne ou dans d'autres pays européens. Mais ce que je veux dire, pas pour mesurer ni comparer, sinon de penser que
en fait, ces modèles idéologiques de l'État donc, dont on parlait, ben, ils ne sont absolument pas intéressés qu'il y ait des artistes. Parce que les artistes, ils retrouvent une certaine liberté. Donc, les modèles idéologiques de l'État ne sont absolument pas intéressés. Donc, ce que l'artiste va... Non, les jeunes artistes, par exemple, il y en a beaucoup qui ont commencé des carrières, qui ont abandonné. Pourquoi? Par découragement. Parce que la société ne met que des barrières. Que des barrières. Alors, il y a les barrières de tous les préjugés qui existent. Non, il faut d'abord que tu fasses tes études, donc tu dois arrêter ceci, tu fais des études. La psychanalyse est-elle un art? L'interprétation. Non, on va dire Geneviève. La psychanalyse est une théorie. Non, est une théorie scientifique. Mais l'interprétation peut être un art, oui. Donc il faut former nos enfants à être des créateurs. Il faut vous former vous, Rachel. Vous formez vous pour pouvoir former les autres. Donc Freud s'intéressait à la sculpture. Donc on voit que dans ces sociétés, non, qu'il y a plein de barrières pour les artistes, mais plein. Et une fois en plus ils nous ont échappé, il y a certains artistes comme ça qui arrivent à avoir du succès et qui ont échappé, non? Et donc libérés du moi, oui Camille. L'écriture automatique des surréalistes, mais après il faut voir, parce qu'il y avait écriture automatique et écriture automatique, ou plutôt écriture surréaliste, non, il y a différents types d'écriture. Et donc, je disais que quand il y en a certains artistes qui ont réussi à passer, ou plutôt que le peuple les a applaudis en lui disant bravo, tu as réussi, ben après, on va dire que la célébrité les annule, on va dire, la célébrité les transforme. Non, l'autre jour, je voyais une vidéo de Renaud, le pauvre Renaud, non, et le pauvre Renaud, que la célébrité ben, ne lui a pas fait... Alors, toutes et tous, à nos plumes, pinceaux, cordes, boîtiers. Exactement, Olivier, c'est très bien. Exactement. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose. Après, il faut apprendre. Apprendre et après s'engager. Parce que ce qui est difficile, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant de faire avec d'autres personnes pour avoir un engagement. Parce que dès que votre petit dessin ben, est un peu nul, j'arrête, hein, c'est nul. Et donc, on ne résiste pas, non? Un mois solide pour supporter l'art et créer. C'est pas mal, Karim. Effectivement. Mais une fois que ça a été fait, non? Parce que premièrement, il faut laisser faire, et puis après, effectivement, parce que l'artiste, en fait, il n'y a pas l'artiste, c'est celui qui crée, et après, c'est celui qui doit s'occuper de son œuvre d'art. Il n'y a personne qui va s'en occuper pour nous. Et s'il y a quelqu'un qui s'en occupe pour nous, attention, attention. Parce que, obligatoirement, ça ne va pas aller, je veux dire... la psychanalyse et résilience, y a-t-il une relation pour sortir de notre passé difficile? Et oui, abandonner l'enfance, c'est un travail, il faut abandonner l'enfance, Saïd. Qu'elle soit difficile ou pas difficile, parce qu'on a l'impression, pourquoi vous abandonnez pas plus facilement un passé difficile? Alors les passés heureux, on les oublie et on s'en dépatouille plus facilement. C'est pas logique votre truc. C'est pas logique. Non, comme quoi, pourquoi le plaisir, le bonheur, la joie ne laisseraient pas plus de traces que la souffrance ou les difficultés de l'enfance. Toutes les enfants sont difficiles. Toutes les enfants sont difficiles parce qu'ils doivent faire face à de nombreuses choses. À de nombreuses choses, grandir, c'est super difficile. Mais il faut le faire, il faut passer par là. Donc, après, mais pareil, vous voyez que après chaque personne pense qu'il a un cas singulier, qu'il a vécu une enfance particulière, un petit peu comme les fantasmes. Et en fait, toutes les enfances ont été difficiles, quel que soit le discours que l'adulte peut avoir. Est-ce qu'on peut faire de l'art comme manière de sublimation en psychologie? L'art, c'est un destin de la pulsion. Non, la pulsion, elle peut réprimer et elle peut sublimer. Donc, il est bien évidemment préférable de sublimer. D'accord? C'est quelque chose qui fait du bien à tous les sujets. Et d'apprendre la liberté. D'accord? Est-ce que peindre, c'est l'expression de l'inconscient? Non, c'est pas l'expression de l'inconscient. C'est pas l'expression de l'inconscient, c'est l'expression, puisqu'on a vu qu'après, il faut étudier quelles sont les matières premières que je vais utiliser, quels sont les instruments que je vais utiliser. Donc, mais ce qui va être intéressant, c'est l'idée qu'il s'agit d'un travail. Donc, comme tout travail, non? Et il faut un engagement, parce que sinon, on abandonne. Mais là, c'est facile, non? Je mets mon nez un petit peu, je résiste quelques jours, et puis après, j'abandonne. Donc, premièrement, les génies n'existent pas.
Victor Hugo n'était pas un génie, c'était un grand travailleur avec une énorme énergie et qui n'arrêtait pas de travailler. Je dis parce que Victor Hugo, je ne sais pas si en français on a eu quelqu'un de plus grand. En période d'analyse, peut-on perdre le désir de création? Ça peut arriver dans le sens où ça va être une résistance, Olivier. Non, pour dire, vous voyez, ça sert à rien, votre truc, j'ai perdu maintenant le désir de... Donc, non, comme résistance, ou pour culpabiliser la psychanalyse, mais sinon, pas du tout. Pour moi, beaucoup d'artistes dépriment et certains se suicident exactement. Là, il y en a plein qui... Enfin, en Espagne, là, on est en train de voir une série, alors, où ils se suicident, ou il meurt de cancer dans des conditions lamentables. L'art est un moyen de communication. En plus, l'art est un moyen de communication. Et d'ailleurs, on va voir. Donc, les génies n'existent pas. Le talent, c'est une production sociale. Non, et qu'il est très difficile de pénétrer dans le processus de création parce que les États, l'organisation sociale n'est pas faite pour ça. Pourquoi la création artistique est-elle liée à l'amour? Parce que quand je fais quelque chose, par exemple, je parle de Victor Hugo. Victor Hugo, il a fait une œuvre, c'est une œuvre pour nous. Vous voyez que c'est quelque chose qui va au-delà de sa personne. Et c'est de l'amour. Et c'est de l'amour. Vous voyez pas tout ce que vous pouvez vous enrichir grâce à son travail. Adorable générosité, merci pour toutes ces informations. Bonne soirée. Au revoir, Charbel. Donc, justement, et ça c'est très important, Charbel, c'est-à-dire que la solitude est toujours néfaste pour la création. La solitude, alors être seul pour travailler c'est une chose, mais la solitude, en aucun cas, non, que la production des surréalistes était si importante parce qu'ils étaient tout le temps réunis. Non, que je vais dire que, après chacun écrit dans son atelier, dans son ça c'est autre chose, mais que la solitude est toujours néfaste pour la création. C'est pour ça que nous nous réunissons mardi prochain à 21h, encore une fois, ici, d'accord, au même endroit, tant qu'on nous le permet, et qu'on ne nous ferme pas les portes, nous, on continue. Aurélie, la créativité est en chacun de nous. Le lien avec le jeu est très intéressant et renvoie, donc il renvoie à Freud. Merci pour votre création de ce soir. Merci Martine. Donc, Simona, bonne soirée, bonne continuation, donc, et on se retrouve mardi à 21h au même endroit. D'accord? Parce que nous aimons bien ce rendez-vous. Alors, il y en a un. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, celui-là, il va falloir que... Alors, on va lire, voilà, donc Marie-Laure, merci, Asia, Souila, Daniel, soirée passionnante, Ibrahim, Valérie, bonne soirée à tous. Donc, vous pouvez partager sur vos réseaux, bien évidemment, vous pouvez partager, Isabelle, au revoir, Claudette, bonsoir, Sarah, bonsoir, Jamie, bonsoir, Véro, au revoir, donc vous pouvez partager sur vos réseaux, non, ce sont des informations qui sont... bonne nuit Laurence, à les fêtes de beaux rêves. Donc c'est pour bonsoir Nathalie, Fabienne, bonne semaine à vous, au revoir Karim. Donc à la semaine prochaine. Merci René, Frida, merci, au revoir. Donc vous imaginez si, merci Clémence, belle semaine, si j'étais parmi vous, on s'embrasserait, on se donnerait la main, etc. pour se dire au revoir. Vous voyez, ça c'est un fantasme. C'est un fantasme, mais qui est passé par la parole. Donc, c'est autre chose. Néléa, au revoir. Laetitia, au revoir. Bonne continuation. Gabriella, bonsoir. Daniel, merci. Allez, bonne continuation. M'a dit que même à l'école d'art, c'est politisé pour être professeur. Et oui, ce n'est pas facile. Allez, bonne continuation. Au revoir. Au revoir.